Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série sur les gammes consacrée aux gammes à intervalles égaux. Alors pour commencer, on peut dire que les gammes de Pythagore, elles vont être utilisées de la Grèce antique jusqu'à la fin du Moyen Âge en Italie vers le XVe siècle. Mais elles vont laisser petit à petit place à d'autres gammes. Alors pourquoi? Parce que premièrement, entre le XIIe et le XIVe siècle, il va y avoir deux grands courants en musique qui vont apparaître. La première, c'est la polyphonie. Alors, c'est plus instrumental, c'est-à-dire qu'on avait déjà des polyphonies avec des voix. Là, ça va être plutôt avec des instruments de musique. Et va apparaître avec cette polyphonie le problème des intervalles irréguliers, comme on l'a déjà vu. Alors, à ce moment-là, la perception simultanée de deux sons est plus sensible que la perception de deux sons l'un derrière l'autre. Deuxième chose, l'utilisation de la tierce. Alors, elle a été longtemps considérée comme un intervalle imparfait. D'ailleurs, elle n'est pas du tout présente dans les gammes de Pythagore, qui est basée surtout sur les quintes et l'octave. La quarte étant la réciproque de la quinte, elle y est aussi un petit peu forcément. Euh, et enfin, donc, au XVe siècle, le développement des claviers, tels que les orgues et les clavecins, vont aussi pousser à la modification parce que pour les accorder, c'est très compliqué de modifier. Alors, quelles ont été les solutions pour répondre à ces différents problèmes? En fait, plusieurs se sont développés à la même période. On va commencer par regarder ce qu'on appelle les gammes naturelles, et notamment un exemple avec celle de Zarlino au XVIe siècle. Alors, ces gammes, elles vont être basées sur le même principe que celle de Pythagore, mais en ajoutant d'autres intervalles purs, comme les tierces, la sixte et même la septième, comme on peut le voir ici sur cet exemple. Alors, il n'y a plus de quinte du loup, mais comme on peut le voir ici, on va avoir trois types d'intervalles différents. Donc, ça complique encore plus la transposition. Et là, on est sur une gamme à 7 notes. Sur une gamme à 12 notes, il y en aura même 5 des intervalles différents. Donc, ça résout quelques problèmes, ça ajoute des tierces, mais ça laisse quelques autres problèmes de transposition. Deuxième gamme qui sont apparues à peu près à la même époque, les gammes mésotoniques. On va prendre comme exemple la gamme de Pietro Aron, alors toujours au XVIe siècle donc. Alors lui il part du principe que les quintes sont trop longues et donc on va les diminuer pour pouvoir obtenir des tierces justes. Alors on le voit ici sur ce cycle, on a diminué toutes les quintes pour obtenir des tierces justes, mais on voit tout de suite qu'il reste une quinte du loup et qu'il reste aussi évidemment des intervalles différents puisqu'on a fait juste que tout s'est diminué de la même façon. Donc il y aura toujours des problèmes de transposition. Alors on peut aussi citer parmi toutes les tentatives celle de Werkmeister un petit peu plus tard au XVIIe siècle qui lui en fait va répartir la dernière quinte du loup sur les différentes autres quintes. C'est-à-dire en fait il va supprimer la quinte du loup mais du coup rendre fausse toutes les autres quintes de la gamme de Pythagore. Donc il diminue toutes les quintes de la même quantité pour faire disparaître la quinte du loup. Alors ça a un avantage, il n'y a plus de quinte du loup, et plein d'autres inconvénients. Il y a encore des intervalles différents, et en plus, les tierces et les quintes sont plus justes. Alors, on voit que quoi qu'on fasse, il n'existe pas de gamme parfaite. Tout est une histoire de compromis. Et donc, on va, après toutes ces étapes, arriver à une étape importante. C'est celle qui a permis de mener à la gamme qui s'est imposée au 19e siècle jusqu'à nos jours. Cette étape, ça a été de rendre tous les intervalles égaux. Alors, on peut se poser la question, mais du coup, quel est cet intervalle? Alors, commençons par regarder notre gamme de 12 notes avec des intervalles égaux. Alors, on se rappelle qu'évidemment, si on prend une première note de fréquence F, on va trouver une dernière note qui va correspondre à l'octave de fréquence 2F. On peut donc écrire que F12 sur F0 est égal à un rapport de 2. Et chaque intervalle, donc, est le même, que l'on va noter R, le rapport entre la note suivante et la précédente. Du coup, on peut décomposer F12 sur F0. Alors voilà l'intervalle, pardon. On peut décomposer F12 sur F0 de la façon suivante. Et on voit apparaître à chaque fois donc le rapport de la note suivante sur la précédente, donc c'est-à-dire R. Donc on peut remplacer tout ça par R. On en a 12 fois. Ce qui peut donc s'écrire aussi R à la puissance 12. Et ce R à la puissance 12 vaut donc 2. Et là, on arrive à un souci qui s'est posé pendant très longtemps, c'est que ce R puissance 12 égale 2, on ne savait pas le résoudre. Il a fallu attendre
la découverte des nombres irrationnels autour de la fin du XVIe siècle, pour enfin trouver un résultat qu'on va noter de cette façon-ci, qui est la racine douzième de 2. Donc qui est l'intervalle entre chaque note de la gamme à intervalles égaux. Alors on peut le noter aussi d'une façon différente, 2 à la puissance 1/12. Alors regardons les avantages. Donc on a dit cette gamme à intervalles égaux, elle va s'imposer seulement à partir du milieu du 19e siècle, et pourtant elle a été proposée dès le début du 17e par quelqu'un de Flandre qui s'appelle Simon Stevin. Alors, elle a des avantages, mais aussi des inconvénients, évidemment, que plus aucun intervalle n'est juste, juste à part l'octave, mais évidemment, les écarts sont suffisamment faibles pour être admissibles, donc ça très peu audible. Évidemment, il n'y a plus de quinte du loup, et évidemment, plus gros avantage, il n'y a plus de problème de transposition puisque tous les rapports sont les mêmes entre chaque note. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt, au revoir.